Tiers livre, service de presse, c'est le 52. Alors cette nuit, il s'est passé un événement. Non pas que la Terre ait tremblé comme c'était le cas à Kyoto la nuit précédente. Relativisons. Plutôt que mon petit compteur de vues YouTube a passé la barre des 500 000 vues. 1,5 million. Et pourtant, on ne fait pas ici les routines beauté du matin, on ne parle pas de Harry Potter et de Booktube, etc. On parle de littérature contemporaine, du difficile, du pointu. Qu'est-ce que ça pose comme question? 500 000 vues, pourtant, quand j'ai commencé il y a 3 ans, et pile en plus, c'est une sorte d'anniversaire, j'avais décidé de passer à cette forme vlog. Alors, depuis 1 an, je faisais déjà des trucs. J'avais fait mes expériences sur des ronds-points. J'avais fait aussi, souvent à Cergy, justement, prendre un livre reçu d'un copain et le lire. Juste quelquefois avec une lampe de poche, rien du tout. Ça veut dire que la décision, ça avait été de passer au montage. Je m'en faisais toute une montagne. Pourtant, sur l'ordi, il y avait un petit truc basique qui s'appelle iMovie. Je m'en suis servi pendant 1 an. C'était plein de bugs et tout ça. Après, j'ai évolué. Je passe à Final Cut, j'ai changé d'appareil, rechangé d'appareil, musclé un petit peu la question du son. Mais dans la tête, pourquoi j'ai attendu si longtemps la question du montage? Alors, où j'en suis? 500 000 vues, littérature contemporaine. Est-ce que c'est la même échelle que les petits bouquins que j'ai fait pendant 20 ans? Non. Est-ce que c'est juste une espèce d'écume des jours qui dit... Pas tant que ça, parce que ces vidéos, elles sont classées, elles ont des rubriques, on peut relire des anciennes. Moi, j'en efface pas mal d'anciennes qui ne m'intéressent plus. Donc, il y a un processus d'édition. Qu'est-ce qu'on édite? Qu'est-ce qu'on publie? Justement, on publie une durée de temps qui elle-même est éditorialisée par le montage, et une durée du temps qui inclut cette prise de parole à tous les niveaux qu'on la gère, si on écrit à l'avance, si on prend un texte déjà lu, ou si simplement là, c'est un échange, parce que c'est pas que je sais que vous êtes là, puisque j'enregistre en amont, mais je sais tous les retours qui vont s'induire, tout le partage qu'on va avoir, donc c'est des boucles de temps qui s'imbriquent. Et la question la plus grave pour moi, aujourd'hui, au bout de ces 3 ans, c'est la sensation que de publier cet atelier de l'auteur, de publier ce travail qui devient comme une correspondance, comme un carnet un peu plus intime, comme les bagarres qu'on peut mener sur ce qui nous intéresse. L'impression que cette forme de journal d'auteur, comme le journal de Kafka, qui passe à la fiction, qui revient à des observations du réel, qui repasse au travail sur soi, ça peut remplacer les autres formes. Est-ce qu'il serait légitime que je ne fasse plus que du YouTube? Question ouverte. En tout cas, merci à toutes et à tous qui font que, au bout de 3 ans, avec un peu plus de 2500 abonnés maintenant, eh bien, on a passé le demi-million de partages sur ces prises toutes simples de parole. Eh ben, on y va, le 52. Qu'est-ce que j'ai à vous dire? Ouais, j'ai fait une grande bagarre, ça a l'air de rien. Lovecraft, les 3 histoires new-yorkaises. J'ai regroupé dans un même volume, lui et un air glacial, ce truc très bizarre, dans une espèce de mansarde, dans le Hell's Kitchen, au centre de Manhattan. Et puis, horreur à Red Hook, ce qui travaille avec la géographie de Brooklyn, où Lovecraft habitait lui-même. Et moi, j'y suis allé à Red Hook. Ça reste toujours un endroit très singulier du New York d'aujourd'hui. Ça a été épique parce que, donc vous savez que le principe, je fabrique mes livres moi-même, je les compose. C'est très important, cette étape de la compo, de la mise en page. Je crois que je fais des progrès dans la correction. Ensuite, ils sont déposés sur un serveur et ils ne sont imprimés que lorsque vous demandez à ce qu'il arrive chez vous le surlendemain. C'est ce qu'on appelle le print on demand, l'impression à la demande. Et ce truc-là me change la vie parce que j'ai plus besoin de demander à personne l'autorisation de faire quelque chose, de faire des mises à jour aussi. Amazon, qui gère ce service, protestait parce qu'il n'y avait pas dans ce livre la date de décès du traducteur.
comment je pouvais les informer de ma propre date de décès en tant que traducteur. Eh bien, il a fallu 10 jours, mais ça y est, maintenant le livre existe et vous pouvez le commander, ça aide le site. Et puis je crois que c'est une manière toute simple d'entrer dans Lovecraft avec 3 façons différentes de raconter des histoires dans un moment un petit peu crucial de sa vie. Voilà. Qu'est-ce que j'ai aussi? Oui, ça, c'était le livre qu'on a fait avec l'atelier d'écriture de cet hiver. C'est juste un petit peu étrange parce qu'il y a 69 participants et là, seulement une vingtaine de participants on pensait que c'était bien pour eux d'avoir le livre. Alors, c'est pas que ça me frustre, je suis très content pour celles et ceux avec qui on l'a fait. Moi, c'est une réflexion aussi pareil sur mise en page, sur aboutissement éditorial. Par contre, je me dis que si ça ne concerne qu'une fraction très limitée des participants à l'atelier d'écriture, ça me fait gamberger sur celui qu'on vient de lancer sur l'atelier d'été. Avec qui on fera le livre? Est-ce qu'il ne faut pas mieux faire le livre imprimé avec seulement celles et ceux que ça concerne directement en tant qu'objet, en tant que partage, en tant que le recevoir pour le donner à un proche aussi, même si on n'est qu'un des 69 ou une des 69 participants. Enfin bon, c'est secondaire, mais ça travaille quand même. Qu'est-ce que j'ai? Ouais, ça, alors là, j'ai pas attendu pour me le déballer parce que je savais d'où ça venait. Benoît Éperon travaille à l'ENSIB, l'école de bibliothèque, de formation de conservateurs de bibliothèque à Lyon, qui est un lieu très dense de réflexion sur le numérique et le web. Et Marcello Vitali Rosati, qui est, lui, un prof à Montréal, on le voit plusieurs fois dans mes vidéos, notamment au colloque de Nîmes, ils ont fait un truc, alors c'est La Découverte, c'est une collection en presque un que sais-je, l'édition à l'ère numérique, c'est petit, c'est une centaine de pages, et pourtant, ce truc, moi maintenant je vais le mettre en lecture obligatoire pour mes étudiants, je pense que pour tous ceux qui sont en master, médiation livre, métier du livre, licence édition et tous ces machins-là, c'est obligatoire. Mais je crois que c'est un truc où vous, les auteurs, passez pas à côté. Surtout en ce moment, avec tous ces trucs qui changent le statut de l'auteur, qui changent nos rapports aux éditeurs, la revendication d'être payé une fois par an, par exemple. C'est tout simple, mais qu'est-ce que c'est dur. Comment on est traité au rabais, au mépris. Cherchez avec les hashtags auteurs en colère. Bien, les copains auteurs, passez pas à côté de ce petit truc. Pourquoi? C'est une carte géographique, c'est un inventaire, c'est une description, mais une description de l'édition, non pas avec d'un côté ce qui serait le livre numérique, puis de l'autre côté l'édition traditionnelle, non pas d'un côté ceux qui se battent sur le web, et puis de l'autre côté ceux qui continuent avec leurs imprimeries. C'est reprendre la description à peu près générale des processus de l'édition, comment elle sélectionne, comment elle construit, comment elle met en page, comment elle imprime, comment elle vit économiquement, comment elle distribue, comment elle diffuse, et puis comment le texte de l'auteur se propage, se constitue en valeur symbolique, comment cette question symbolique se fabrique à l'intérieur de la maison d'édition. Et tout ce truc-là, c'est fait avec une intelligence, une précision, toutes ces notions de literacy, tout ça. Et je ne veux pas entrer dans le détail, forme de légitimation, contenu public, contenu savant, limite de la circulation des contenus numériques, constitution d'un oligopole à franges, le web comme grande bibliothèque et algorithme, communauté et circulation, perspectives ouvertes. C'est la fin, c'est très court. Ça vaut rien du tout, je ne sais même pas combien c'est vendu, mais moins de 10 €. Et je mets le lien sous la vidéo, vous pourrez le commander. Ce truc, ce qui est important, c'est comment ça nous décale et ça nous donne une assise de point de vue là où l'édition a fait sa mutation numérique. Commencé vers 1994, on n'est pas dans les récents avatars. Je crois vraiment que ce petit bouquin, mais c'est une espèce de date. C'est comment transférer à cet endroit-là, il peut nous donner appui simplement pour dire goodbye les vieilles lunes et installons notre perception de ce qui nous concerne au plus près pour le boulot depuis une description contemporaine qui est encore largement sous-jacente, camouflée. Benoît Éperon, Marcello Vitali Rosati, l'édition à l'ère numérique, et je vous assure que c'est tout simple, précis, mais ce système d'organisation, dans la tête, nous
encore pas fini notre mutation, il faut le faire. Ah oui, dedans, j'avais mis une petite carte postale. Alors, je reçois pas souvent des cartes postales. Et alors là, c'est rigolé. Pensée japonaise, amitié, Christian Tanguy. Je sais pas si vous suivez Christian Garcin, Tanguy Viel. Allez sur le site cyclic.fr, CICLIC.fr. C'est le centre régional du livre de la région Centre. Et je crois qu'ils leur ont filé 3 sous, mais je suis très content. C'est normal que ça se fasse. Alors, c'est marrant parce que Christian et Tanguy, Tanguy fait beaucoup de voiles. Il a un bateau lui-même. C'est pas d'aujourd'hui, c'est depuis hyper longtemps. Et vous savez que Christian Garcin, c'est un voyageur à Vladivostok et tout ça. Il est tout le temps barré. Et toutes ses expériences de fiction, de récits, de poésie s'ancrent sur des voyages qu'il a fait. Donc c'est un vrai. Simplement, donc ces deux-là ont décidé un jour de faire. Donc ils font le Jules Verne à l'envers, le tour du monde en 80 jours dans l'autre sens. Et donc ils sont et sans avion, uniquement par des porte-conteneurs, des voitures louées, des trains. Donc c'est un voyage, j'allais dire, de patachon. Ça me fait marrer parce que juste récemment, j'ai lu, vous savez, j'avais fait une vidéo sur un livre d'un gars qui s'appelle Francis Tabouret, je crois, qui s'appelle La Traversée, c'est chez POL. Et ce type-là fait du convoyage sur les grands porte-conteneurs de chevaux, de bœufs et de moutons. Et ce livre, La Traversée, comme ça, dans le fumier au milieu du porte-conteneur, avec toutes ces rencontres de marins, ces visages, le travail du temps, les changements d'heure. La Traversée, c'est un livre extraordinaire. Je crois la plus belle lecture que j'ai eue ces derniers temps, toute vive et tout ça. Et Christian et Tanguy, quand ils ont emmené des Balzac à relire, ils ont emmené leurs petits ordis, et dans leur cabine de porte-conteneurs, tous les jours, ils vont à la salle de fitness. Alors, le jour, j'avais dans la tête l'image de mes deux potes, tous les deux, sur leur vélo d'appartement, en train de faire le tour du monde en vélo d'appartement, ce qui serait un titre magnifique. Et en plus, autant Christian familier du web, Tanguy, lui, il refuse tout ce qui est... Ce type avait fait un des premiers sites, à peine j'avais commencé le mien, donc vers 98 par là. Il s'était lancé à fond là-dedans, et puis cette période, d'ailleurs Marc Potrel a une petite responsabilité, où qu'est-ce qu'on se prenait comme troll dans la gueule? On s'en prend toujours des trolls dans la gueule. J'en ai encore eu un il y a 3 semaines, nommé Brice 40. Je fais du vide sanitaire, le tour de tout ce qui rejoint un homme. Il y en a ras-le-bol de ces saloperies. Bon, Tanguy a choisi un autre chemin, et il m'envoie, ces deux rigolos, une carte postale du Japon. Alors il va se retrouver sur ma porte la prochaine fois, moi qui n'utilise plus jamais les cartes. Allez, merci Tanguy, merci Christian, mais Tanguy, il me dit toujours, non mais tu crois pas que je vais aller voir ton site et tes machins. Let's go, qu'est-ce qu'on ouvre? Un tout petit d'abord, parce que ça c'est moi qui l'ai commandé. C'est sonore, évidemment, service de presse, voilà, je savais que c'était ça. C'est le MACVAL, vous savez, le musée d'art contemporain à Vitry qui proposait ça. Moi, j'avais trouvé ça formidable. D'ailleurs, Tanguy Viel en a fait un aussi, et je crois que lui, il avait eu la chance de tomber sur Monori. Monori, c'est un des peintres que je mets le plus haut. Et moi, on m'avait proposé de faire un texte sur une œuvre de Thierry Kunsel. Et je connaissais même pas à l'époque Thierry Kunsel. Or, après, je me suis souvenu l'avoir croisé quelques fois, librairie Cahiers de Colette, mais ce gars était problème d'alcool, et tout ça, mais je me souvenais bien de cette espèce de tête, mais je connaissais pas du tout son travail. Et au MACVAL, il y a une grande œuvre avec toute une pellicule sur des images de peau très près, un dispositif de mise en boucle. Et ce qu'on nous proposait, c'était de faire un texte libre, une fiction. Et moi, j'aime pas trop la question fiction, roman. J'étais resté très près, au plus près de l'œuvre. C'est-à-dire, comment plus je la regarde de près dans son mécanisme, dans ses fonctionnements, plus ça devient fiction par la proximité même. Et ce petit livre, qu'est-ce que c'est rare que des grands établissements comme le MACVAL nous demandent ça. Il y a 2 ans, je suis retourné au MACVAL, j'ai pu faire une préface, une postface dans le catalogue de mon copain Pierre Ardouvin, dont j'aime énormément le travail pour cette qualité d'imaginaire dans les choses concrètes. Et ces temps-ci, je lisais beaucoup, à cause des YouTube, justement, les livres de Raymond Bellour. Donc là, on est d'avant l'âge web, mais c'est quelqu'un qui est énormément... donc c'est des gros bouquins, il y en a 3 qui sont sur cette question de la vidéo par rapport au film, les questions de vidéo comme performance. C'est le 2e livre,
donc, querelle des dispositifs. Le deuxième, c'est sur uniquement le rapport des mots aux images. Et évidemment, quand on re-rentre là-dedans, par exemple, comment il reçoit l'œuvre de Deleuze, je pense que c'est seulement maintenant que je peux appréhender de lire Raymond Bellour, alors que Raymond Bellour fait partie de mon paysage depuis très longtemps par son compagnonnage avec Henri Michaud. Et Kunsel est omniprésent dans le travail de Bellour. Et à chaque fois, je me rappelle. C'est marrant parce que j'ai découvert même que Raymond Bellour citait mon petit bouquin sur Kunsel dans cet énorme travail en 3 volumes sur querelle des dispositifs, mots et images. Alors évidemment, ça m'a touché, mais je me dis, mais comment j'avais pu écrire sur Kunsel et ce petit opuscule. Alors il doit être dans le garage, j'ai une espèce d'énorme armoire où je stocke comme ça des archives, mais je ne l'ai même pas retrouvé. Et comme je disais sur Facebook que je n'avais pas retrouvé, une amie du McVal et tout ça, mais je te le renvoie. Ils ne me l'ont pas renvoyé, alors je me l'en suis recommandé et je me le suis racheté pour 2 €. Voilà, c'est les grands événements de ma vie. On regarde la suite. C'est déjà pas mal, hein, notre service de presse. Service de presse qui colle. Ça, il y a ça, j'ai de la culture, ça, c'est Capitaine Haddock dans Tintin. Comment je fais avec ça? C'est parti. Bruno Fern, suite, Louise Bottu. Oui, Bruno Fern. On a déjà parlé plusieurs fois, c'est un expérimentateur vraiment du texte proche de Christian Prigent, des formes courtes. Louise Bottu font un travail énorme. Chez Louise Bottu, c'est que récemment, il y a eu le livre de Pierre Barrault, Clonc. Ça, vraiment, je me bagarre à fond pour Clonc. Là aussi, dictionnaire spécialisé, tranché de tir ou A, la carcasse tremble et s'embourbe dans ses explications. B, le regard à l'affût devient presto vitreux. C, il y a largement de quoi se flinguer, de couverture, de tirer à soi de préférence jusqu'au peut-on théoriquement moins vulnérable au gel, de renfort priant pour ne pas en être vu qu'il pèserait plus lourd dans la balance tant il part en pelure de réserve où l'arrière-petit-fiston essaye de prendre la poudre d'escampette pour pas être pulvérisé. Bombe à fragmentation. Donc voilà, là on est typique, j'ai ouvert au hasard, de Bruno Fern, suite au pluriel. Donc c'est comment on se prend des trucs de l'imaginaire de l'imaginaire social, de l'imaginaire collectif, des peurs, des hantises, mais on le travaille par l'intérieur de la langue, en décryptant les mots et tout ça. Alors, vous savez que béquille, je suis toujours immobile, ça va pas durer, donc le prochain service de presse, ce sera dans 1 mois, je vais quand même partir vadrouiller. Arborescence, E-T-P-A-T-A-T-I, E-T-P-A-T-A-I-T-E, durée de l'épreuve non précisée. Ouais, il y a du costaud là-dedans, comme toujours avec Bruno Fern. Mais si j'avais pas, je peux même pas aller à la poste, il faut que j'emmène plein de trucs, là, des billets de train, des conneries. Ce sera en septembre qu'on fera, mais là, j'ai une grosse pile, je dois avoir 15 kilos de bouquins à donner ou à mettre en école d'art. On verra, mais peut-être ça va nous gamberger. Mais en tout cas, Bruno Fern, il lancera. C'est le genre de choses où on a envie d'en faire cadeau. Attention au bruit. Seuil, lettre verte. Mais c'est sûr qu'il va falloir que ça évolue, cette forme de service de presse. Ça peut toujours être du déballage. Chloé Corman, Midi, roman, rentrée littéraire, Seuil, attaché de presse. Chloé Corman est née à Paris en 1983. Claire est médecin dans un hôpital parisien. Un jour, un nouveau patient est admis dans son cercle. Comment vous voulez? Et c'est sans doute très bien Chloé Corman. Puis c'est au Seuil, c'est un éditeur avec qui j'ai toujours des affaires à faire, même s'il ne paye pas et que ça me... C'est une question de dignité, et le Seuil atteint ma dignité, ça ne me plaît pas. Enfin, c'est pas le Seuil, c'est le banquier qui est au-dessus, la Martinière. Il vend le truc, il revend ça à une boîte de bande dessinée. Vous croyez que même le Seuil se serait fendu d'un petit mail pour dire « Chers auteurs, voilà ce qui se passe ». Non, on n'est même pas digne de ça. Le dernier paiement remonte au droit arrêté en décembre 2016. On est en juin 2018. On en est là avec des boîtes comme ça. Mais comment, sérieusement, voulez-vous que je puisse aujourd'hui, en 2018, avec ça, avec le web, avec l'écriture, avec le réel, entrer dans le truc de dire « Claire est médecin dans un hôpital parisien. Un jour, un nouveau patient est admis dans son service. » Comment vous voulez que je puisse entrer dans un système où même Emma Bovary
épouse du médecin d'un village à Yonville. Un jour, son mari rate une opération. Non, 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 je peux plus. À quoi ça sert aujourd'hui de faire de la littérature morte, sinon pour essayer de jouer, de mettre 40 chevaux par éditeur dans la rentrée littéraire, il y en a 3 qui sortiront, etc. etc. Au moins les gars comme Édouard Louis, avec Le jour où j'ai tué mon père, en 30 pages, on déplace un peu le vocabulaire. Bon, c'est peut-être très bien, hein, mais bon, c'est pas pour moi. Merci quand même, le Seuil. Je sais pas pourquoi il me l'a envoyé d'ailleurs. Mais j'en peux plus de le roman plan-plan. On devrait inventer le mot replan, R-O-P-L-A-N. Replan, roman pour l'industrie culturelle. Vincent Boucaud, voici le livret. Désolé pour le retard. Ouais, ça, c'est précieux. En hommage à Ricardo. C'est tout petit. Ça pouvait pas être autrement. Ricardo Perlwitz, c'était un ami luthier. Comme un frère, dit Michel Paille. Et je pense qu'on était petit nombre à être très frères à ce moment-là. C'est une période très étrange pour moi, dans la mesure où j'ai un violon de Ricardo encore ici, où moi, j'étais pas artiste. Donc, Ricardo l'était. Un exilé chilien au temps de la dictature, venu vivre à Angers, devenu compagnon charpentier, qui a quitté ce travail de charpentier pour son rêve de lutherie, et qui est arrivé en appliquant par exemple à la guitare le principe de la table d'harmonie voûtée des violons. Dans le violon, il est parti au contraire sur le principe que la table d'harmonie faisant ça, on pouvait arriver à concevoir une éclisse de hauteur variable, et non pas le violon comme camembert, comme découpé dans un camembert. Ricardo, en quelques années, a bouleversé la lutherie. Il n'a pas eu le temps de se faire reconnaître. Et je crois que dans cette période, la liberté intérieure dont je me suis doté, de dire « je deviens celui qui écrit son premier livre », alors que tout semblait impossible dans le contexte où j'étais, dans les outils dont je disposais. Évidemment, Ricardo m'a donné aussi cette autorisation intérieure, alors que quelque part, Ricardo était celui qui devenait artiste, symboliquement, à notre place. Ricardo est, il y a peut-être une dizaine d'années déjà, maintenant, je ne sais même plus. Il venait de racheter l'atelier d'un gars qui fabriquait des orgues. L'atelier, il le rafistolait, dans la charpente s'étaient installés des petits loirs qui faisait un bruit énorme parce que le bâtiment était inhabité, et une nuit à minuit il est allé chercher ces petits loirs dans la charpente. Il a chuté, on l'a retrouvé par terre, le petit loir coincé là contre la poitrine. Voilà, c'est une aventure de vie. J'ai un gros fichier dans mon ordi. Un jour il y aura mon explication sur ce que je dois à Ricardo et toute la complexité de ce qui s'est passé, mais pour l'instant c'est encore là, dans le fond de l'ordi. Donc merci Vincent Boucaud, qui est un jeune gars qui est journaliste à Angers, qui a dit mais il faut que ceux qui doivent quelque chose à Ricardo, on l'exprime. C'est une première petite trace. C'est marrant, je pensais pas raconter ces trucs-là. C'est ça qui est bizarre avec YouTube, vous voyez, c'est qu'on fait des trucs qui sont dans le métier, et par cette interface-là, on rentre dans une explication avec soi-même qui, parce qu'on est dans le temps de l'impro, nous fait traverser des couches intérieures. C'est en ce sens-là où je suis très attaché à ce truc sur YouTube, y compris à ce que j'essaye aussi en ce moment, c'est-à-dire que ce soit que du moment. J'ai pas envie de faire du live, là, je vais reprendre la carte, je vais virer. Des fois, je m'arrête, je me concentre, je fais tchac, et je repars en parole. Donc ça regonfle, et c'est vachement important pour moi, ce qui se passe dans ce temps, et ça, ces moments, je les enlève. Il y a des bruits de déglutition aussi. Il y a une loi très bizarre en France, dans le monde entier d'ailleurs. Si l'appareil est capable d'enregistrer plus de 29 minutes de vidéo, on considère que c'est une caméra cinéma et on la taxe beaucoup plus cher, une aberration. Donc la plupart des instruments, des caméras, en tout cas dans les premiers prix, avant d'arriver à celles qui coûtent des milliers d'euros, sont limités à 29 minutes d'enregistrement. On fait tchlop, arrête et on reprend. Qu'est-ce que c'est ça ? Monomère et Maxiplace, Véronique Pitolo. Toujours les papiers dedans. Véronique, ouais. Bon, c'est pas souvent qu'elle sort des livres. On se parle pas beaucoup entre deux. Véronique, elle est en même temps critique d'art.
et beaucoup dans l'univers des arts plastiques, financés par le CNL. Évidemment, c'est des tout petits fragments, il y a beaucoup de fragments. Des fois, c'est un peu bizarre, cette tendance à faire des livres petits. Mais bon, on peut faire des grandes choses. J'ai construit ma vie à Paris comme d'autres vont en Inde, au Tibet. Donc quelque chose qui est proche de l'aphorisme. Et évidemment, la perception de la vie de Véronique est centrée sur son approche des arts visuels de la musique. Et c'est aussi quelqu'un qui, depuis maintenant 7 ou 8 ans, c'est quelque chose qu'on m'avait proposé, puis je pouvais pas, etc. J'aurais recommandé Véronique Pittolo, mène des ateliers avec des enfants dans le centre pour enfants atteints de leucémie ou cancer à Villejuif. C'est extraordinaire le travail d'accompagnement qu'elle fait. Véronique Pittolo, Monomère et Maxi Plus, où c'est publié aux éditions de l'Attente. Oh là, il y a un super timbre. Ah, fabrication artisanale. La trace du corps dans le langage. Après, je sais ce qu'il y a dedans. Elle voulait du grand format. Elle n'a pas paginé. Elle a fait ce scandale de l'imprimer que sur les pages de droite et pas de gauche. C'est ça qui est bien avec les étudiants à Cergy, c'est qu'ils sont tellement têtus. C'est parce qu'ils sont têtus qu'ils arrivent au bout de choses extraordinaires. Mais vous, en tant que prof, vous êtes toujours confronté au fait que vous aurez affaire à des gens d'excellence qui font des trucs, qui réussissent parce qu'ils sont têtus, mais parce qu'ils sont têtus, ce ne sera jamais ce que vous vouliez qu'ils fassent exactement. Merci Claire, et vous voyez même, je les garde de très près, moi, c'est ce que je garderai, j'ai plus qu'un an à faire à Cergy. Là, ça s'appelle Pas de courant, elle m'a toujours fait promettre que j'en parlerai jamais sur Internet. L'expérience d'une étudiante aussi, que ça y est, aussi, elle aussi virée de l'école, elle a eu son diplôme, ouais. Et je dis pas son nom, et c'était son mémoire aussi, c'est-à-dire faire l'expérience de vivre un an dans une piole à Paris, tout un hiver, sans eau, ni électricité, ni chauffage. Comment vous vous nourrissez, comment vous vous lavez, comment vous vivez le soir, comment vous lisez, quel rapport au temps, aux sensations du corps. Je garderai, j'en ferai une grande compile quand ce sera fini, Cergy. Il y en a ici, il y en a d'autres qui sont à l'école. Ces étudiants que j'ai pu accompagner dans ces travaux de mémoire, qu'est-ce qu'on les tire derrière nous pour avoir ces trucs, mais c'est une collection extraordinaire d'objets textuels. C'est justement là aussi en quoi c'est une expérience qui n'est pas forcément la mienne. Ça passe par la question de l'objet. Elle, oui, c'est une écriture ocre, mais pendant un temps, elle écrivait systématiquement elle buvait du thé, donc elle gardait ses petits sachets de thé, elle les dépliait et elle écrivait ses textes dessus. Or, l'acidité du thé faisait que sur le sachet, même séché, le texte durait 3 semaines, 1 mois et disparaissait. Cette question du texte éphémère, je crois que c'est grâce à elle que moi j'ai changé ma tête par rapport à ça. Donc peu importe, là c'est 2 filles, il y en a d'autres, hein, Marion, Caroline, il y a des garçons, hein, Arthur, tout ça. Je suis hyper fier de ce boulot. C'est pas un boulot qu'on reçoit comme y étant quelque chose, on en reçoit comme, justement, on reçoit. Gratitude de celui qui reçoit, gratitude de celui qui reçoit de l'inouï, la trace du corps dans le langage. Et cette semaine, il y avait une discussion dure avec elle. Est-ce qu'on va à l'édition avec ça? C'est largement autant de signes de mots, je pense, que dans le livre de Véronique Pittolo, où lui dire « Attends, et si tu restes 1 an de plus sur ce truc? Est-ce que si tu restes simplement l'été? On en reparle fin septembre. Est-ce que ça, maintenant que tu l'as fait, maintenant que tu l'as imprimé, publié, est-ce que ça te change ton approche au texte? Qu'est-ce qui vient ?» Et ça, c'est le côté passionnant de ce boulot qui me manquera. Mais au bout, ouais. Pom, voilà, il y en a 2 d'un coup. Jean-Michel Espitalier, 2018-2019. Ah, ça c'est les catalogues Inculte. Ils sont gentils, Inculte. Alors, Inculte, attendez, j'ai un problème avec Inculte. Vous savez, dans l'atelier qu'on fait en ce moment, et c'est formidable ce qui est en train de se passer avec cet atelier d'été, ça reste ouvert, venez. Je m'étais appuyé sur un livre de Olivier Odazava, le site Dreamlands Virtual Tour. Ça s'appelle Éclat d'Amérique. Formidable récit. Et puis, Ian Sinclair, London Orbital.
Eh bien ça, c'est quand un culte était indépendant. Or, à un moment donné, un culte est racheté par Actes Sud. Ils ont gardé la même équipe. Quoi, ça s'appelle Jérôme Schmitt, je crois. Donc Jérôme est toujours directeur d'un culte et il a sa pleine indépendance chez Actes Sud. Mais est-ce que vous croyez qu'Actes Sud, petit éditeur malheureux, aurait dit « Tiens, mais on reprend et on réimprime les titres devenus des classiques d'un culte qu'on n'aurait jamais connu sans un culte ». Il y a une Sinclair London Orbital, Éclat d'Amérique d'Olivier Odazawa. Et ben moi, je fais atelier avec 2 livres qu'on n'arrive plus qu'à trouver d'occasion. C'est bizarre, ça, des fois. Donc, tant mieux, un culte a l'air en pleine santé. Il y a Olivier Odazawa, Janine, il est toujours chez un culte, mais on ne trouve plus donc son premier livre, Amour, Jérusalem. Celui-ci aussi, là, il est là. C'est un catalogue maintenant. Il y a Philippe de Jonquière qu'ils ont accueilli. C'est André Markovix, évidemment. C'est pas rien devant le culot de prendre Valérie Cibot, Bouche creusée. Ça, c'est un truc que je serais curieux de lire s'ils avaient l'idée de me l'envoyer. Sinon, je l'achèterais. Il y a une Sinclair, Quitter Londres, donc un nouveau livre. Mais bah ouais, c'est bien de publier un autre, mais London Orbital, si en France on en est privé, qu'est-ce qu'on fait? Merci. Un culte, le catalogue, par contre, ça j'en ai pas besoin, c'est mieux d'aller au web. Et Jean-Michel Espitalier, rien de ce que fait Jean-Michel ne m'est indifférent depuis très longtemps. Ses derniers bouquins, c'était sur le premier guitariste de Pink Floyd. Ensuite, il y avait un truc chez Argol où il s'agissait d'une sorte d'index des communes de France avec ce qui chacune la caractérise quand on pioche sur le web. Il y a un autre bouquin sur la poésie contemporaine qui s'appelle Caisse à outils. Espitalier, c'est un chouette mec. La première année, une mort est grande comme la mort. Elle m'arme en un sens, elle me donne des raisons d'espérer. En un sens, elle m'aide à vivre. En un sens, elle m'aide à supporter ta mort. Jean-Michel Espitalier est un poète formel, formaliste, un performeur, batteur, un type d'une énorme, immense et fine qualité humaine. Vous vous rappelez le livre que Jacques Roubaud a écrit qui s'appelle « Quelque chose noir » après la mort de Alix Cléo Roubaud, grande photographe. Il y a 2 ans, Jean-Michel a traversé la même chose. Je me rappelle encore ce voyage qu'il avait fait avec sa fille de 20 ans après le décès de sa compagne. Je ne devrais pas raconter ça, mais Jean-Michel, si tu m'envoies ça, ta mort est grande, grande comme la mort, elle m'arme. Maintenant tu es morte, à présent tu es morte, désormais à jamais grand vide, total silence. Absente partout où tu étais présente, partout présente d'où tu es désormais partie. Nous avons dîné, Fiona et moi, en bas de la maison, au bistrot du peintre. Personne ici n'est au courant. Nous sommes en miettes, décollés du réel, c'est-à-dire décollés de tout, y compris de nous-mêmes, y compris du chagrin. Je suis comme en apesanteur. À la fin du repas, j'ai repris un verre de vin, je l'ai remonté à la maison, je le bois, en écoutant le mélancolique Alain Bachung en boucle. Ajouter de la mélancolie à la tristesse au désespoir, du désespoir au vide, du vide à l'anéantissement, la première soirée de l'après. Pourquoi t'a-t-on fait mal? Jean-Michel Espitalier, la première année, touché aussi là, de le recevoir. Service de presse, c'était le 52. On se revoit dans un mois, mais aujourd'hui j'étais fier de partager avec vous ce truc. 500 000 vues de nos petits moments partagés ensemble. Bah, c'est pas rien. Et puis cet atelier d'été qui devient un peu fou, c'est bon signe tout ça. À la prochaine.